Vous êtes sur HTV, vous regardez Face au Président, votre émission de semi-fiction consacrée aux hommes politiques, aux membres de la société civile, leaders d'opinion de tous bords, désireux de porter un message à l'endroit du Président de la République. Salut à toutes et à tous et bienvenue. Dans Face au Président, ce jour, nous recevons une militante bien connue de la cause féminine au Cameroun et même au-delà. Elle, c'est le professeur Justine Difo. Bonjour, professeur. Bonjour, Jean-Marie Kinfact. Merci surtout de nous avoir honorés de par votre présence sur ce plateau. Ben, je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix, d'autant plus que vous nous accompagnez depuis fort longtemps. Xavier, en particulier, je voudrais le remercier et le féliciter en même temps pour cette initiative audiovisuelle. Et je voudrais également, avant que nous ne commencions, marquer ma consternation à mon nom personnel et au nom de l'organisation More Women in Politics et de la plateforme Mothers and Women for Peace que nous représentons ici. Au regard de cette image odieuse qui a sillonné les réseaux sociaux, qui a traversé tout le week-end et jusqu'aujourd'hui à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui pour nous est une institution. Le président de la République est une institution. Tout à fait. Ce n'est pas une personne, il ne s'appartient pas. Du coup, nous, citoyens, camerounais, patriotes, responsables, avons du mal à imaginer que quel que soit le degré de colère qu'un enfant peut avoir, peut exprimer à l'endroit du chef de l'État, qui est une institution, ma foi, rien ne justifie que de tels actes que nous condamnons fermement. Et nous appelons à la raison ceux de nos Camerounais, ceux de nos frères et concitoyens qui se sont inscrits dans le registre de la belligérance pour résoudre un conflit qui peut et qui devrait, je dirais d'ailleurs, qui doit trouver des solutions endogènes et non sur la place diplomatique internationale. D'entrée de matière, vous avez brossé d'un revers de la main l'actualité politique au Cameroun. On rappelle aux téléspectateurs, ceux qui vous connaissent d'ailleurs, savent que chaque fois que vous êtes sur un plateau de télévision, vous militez pour les femmes en général et puis vous valorisez en quelque sorte cette association-là, More Women in Politics. C'est d'ailleurs l'objet pour lequel vous êtes sur ce plateau. Vous souhaitez parler davantage de vous et de l'association avec les valeurs que vous défendez. On ne peut pas parler de soi sans péché. Je voudrais davantage parler de l'association et de la cause que nous défendons, qui est une cause républicaine, démocratique, régalienne aujourd'hui. Mais d'entrée de matière, il y a beaucoup de personnes qui se demandent qui est véritablement le professeur Justine Difo. Est-ce que les qualificatifs de femme dynamique ou femme ambitieuse suffisent pour mettre directement l'œil sur le personnage? Oui, femme dynamique, vous l'avez dit. J'ai perdu le sommeil depuis 2004. Depuis qu'aux Nations Unies et partout dans le monde, la communauté internationale, depuis qu'à Beijing, on a décidé que les chefs d'État africains et que les communautés mondiales, n'est-ce pas, dans son universalité, devraient amener les femmes à au moins 30% dans l'administration de l'espace public. Alors, je dis que c'est une cause mondiale et universelle. Ce n'est pas un dysfonctionnement à la camerounaise, que non. Donc, c'est ce gap dysfonctionnel que nous voulons combler et c'est pour ça que nous portons cette cause. Donc, oui, dynamique, nous portons cette cause. Vous avez ajouté un autre qualificatif. Ambitieuse. Ambitieuse, oui, ambitieuse, mais pas de cette ambition péjorative dont vous aimez, je veux dire, que vous aimez adosser à l'image des femmes. Quand un homme est ambitieux, on dit waouh, ce monsieur, il a du waouh, il est visionnaire. Mais quand c'est une femme, on dit oh, elle est ambitieuse, prétentieuse, qu'est-ce qu'elle veut même, qu'est-ce qu'elle cherche et tout. Donc c'est de cette ambition légitime, cette ambition légitime que j'ai,
que j'affirme, que j'assume, de vouloir contribuer à l'amélioration de la qualité de la gouvernance, une gouvernance plus inclusive des droits des citoyens et des citoyennes, une démocratie plus représentative des différents segments de la société et, ma foi, me battre pour que l'image de notre pays, justement, sur cette place diplomatique, soit polie, soit améliorée lorsqu'on parle de droits de l'homme, de droits humains, de droits de la personne, de gouvernance inclusive, que l'on dise, wow, en Afrique, il y a le Cameroun. Nous sommes tous fiers aujourd'hui de savoir qu'il y a 31% de femmes députées à l'Assemblée nationale. En 2007, elles étaient à peine 19, ce qui représentait pas grand, environ 10% seulement. C'est l'occasion d'embrayer le pan de la condition féminine au Cameroun. Quel rapport est-ce que vous faites de la situation de la femme au Cameroun? Prise globalement, la situation est reluisante parce que nous avons fait un diagnostic qui nous montre que la vie politique des femmes s'inscrit dans une dynamique ascendante. C'est une dynamique de croissance constante et non cette dynamique de croissance en dents de scie que nous avons observée avant 2004, avant 2007. Donc aujourd'hui, nous nous inscrivons dans cette logique et c'est très encourageant. Je prends quelques chiffres. À l'Assemblée nationale, lorsque nous avons commencé en 2007, elles étaient à peine 19 femmes pour 180 sièges. Faites le ratio, je n'étais pas très forte en maths. De 19 femmes, elles sont passées après le double scrutin de 2007 à 25. Et on m'a dit, oh, seulement 25, de 19 à 25. Bon, nous avons couru avec la vision et par la foi, en 2013, elles sont passées de 25 à 56. Un bon significatif, plus du double d'ailleurs, du simple au plus du double. Ce qui veut dire que nous remercions d'abord les médias qui, comme vous, nous ont accompagnés, les partenaires au développement, les institutions de la République, parce que nous avons travaillé sur ce dossier avec le ministère, le MINAT, avec le MINPROF, avec l'ancienne ONEL et le Elections Cameroun, qui a porté notre action jusqu'au rejet des listes de candidatures qui n'alignaient pas les femmes, n'est-ce pas? On a vu en 2013 des listes 100% masculines rejetées, purement et simplement. Et aujourd'hui, le genre est inscrit dans la loi électorale de 2012, du 19 avril 2012. C'est une avancée qu'on ne peut pas faire semblant d'ignorer. Et si on regarde également le pan des gouvernants, des femmes ministres, est-ce que vous êtes satisfaite des chiffres? Elles sont aujourd'hui 12%, environ 12% ministres et assimilés, c'est-à-dire secrétaires d'État. Et c'est ce que je voudrais relever pour dire qu'à la vérité, le chef de l'État s'inscrit depuis sa profession de foi en 2018 dans une logique paritaire. Puisqu'il a dit qu'il s'engage à accélérer l'institutionnalisation du processus de la parité homme-femme au Cameroun. Alors, dans cette logique, nous voulons donner corps à ce processus paritaire et nous disons que après l'élection de 2018, où nous avons eu 26% de femmes au Sénat, elles étaient 20%, elles sont passées à 26. Nous avons la ferme conviction que le chef de l'État va nous surprendre. Vous recommandez en quelque sorte la moitié du gâteau aux prochaines échéances électorales? Sur le chemin de la parité, c'est notre slogan. Le tout n'est pas d'avoir des textes jolis, beaux, qui garantissent les droits, mais en même temps, nous ne devons pas ignorer qu'il faut renforcer les capacités des femmes pour qu'une fois à ces postes de décision, elles soient plus efficaces, qu'elles transforment et qu'elles apportent une valeur ajoutée à la qualité de la gouvernance et notamment de la gouvernance locale. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pour ça que sur le chemin de la parité, justement, le chef de l'État ayant proclamé la parité comme étant sa vision, nous souhaiterions, les jusqu'au-boustistes pensent qu'il faut planter le décor avec une loi sur la parité. Rien n'exclut une loi sur la parité. Tout ceci dépend encore de la volonté du chef de l'État qui aimerait donner corps à sa vision. Mais en même temps, à très court terme, nous pensons que dans la perspective des législatives et municipales de 2020, puisque nous y allons, de 2020, il serait bon que les leaders des partis politiques
dans une démarche volontariste, ben, s'engage pour un quota d'au moins 30%. Les 30% serait un plancher, un quota plancher de 30% de femmes sur les listes de candidats titulaires. Ce qui ferait pour nous que là, on a l'occasion de placer les femmes en position d'éligibilité sur les listes de candidats titulaires et non sur les listes de suppléants, parce que les suppléants n'ont pas de statut. Quand on compte les 100 députés, les 100 sénateurs, on ne compte pas les sénateurs suppléants. Quand on compte les 180 sièges à l'Assemblée nationale, il s'agit bien des députés. Donc quand le chef de l'État dit parité, ça veut dire que pour atteindre la parité, il faut qu'il y ait des femmes en position d'éligibilité sur les listes de candidats titulaires. Professeur, il peut bien avoir une volonté de l'instance dirigeante, mais est-ce que vous avez l'impression que tout est véritablement conforté autour de lui pour qu'une telle implémentation prenne vie? Ben, normalement, lorsque le chef de l'État porte la vision, nous autres, qui sommes ses bras séculiers, devront pouvoir nous mouvoir pour donner corps à cette vision. Je pense à un décret d'application qui porterait sur les modalités d'application du genre, n'est-ce pas? Je pense à un décret qui porterait sur les modalités d'application du code électoral, parce que ce décret d'application n'existe pas. Voilà une des rares lois, je dis bien une des rares lois républicaines, la loi de 2012 sur l'organisation des élections au Cameroun, sur le code électoral, qui n'a pas de décret d'application jusqu'à ce jour. Je crois que de façon générale, et au regard de l'article 298 du code électoral, qui dit qu'en tant que de besoin, des textes réglementaires viendront compléter la présente loi. Donc, au regard de cette disposition, il serait bon qu'avant les prochaines élections, il y ait un texte portant modalité d'application du code électoral. Maintenant, dans le code électoral, nous avons des dispositions à contenu flou, à contenu variable, comme la notion d'autochtonie, comme la notion de composante sociologique, et en passant, la notion de genre. Tant qu'on n'aura pas compris à quoi renvoie la prise en compte du genre dans la composition des listes de candidats titulaires aux différents scrutins de liste, ma foi, on risque d'avoir d'énormes problèmes. Maintenant, le MINAT peut initier le projet de loi, mais en même temps, nous revenons au chef de l'État, parce que si sur le plan administratif, ça prend du temps, le chef de l'État, toujours sur la base de l'article 298 du code électoral, peut par ordonnance suppléer à ce vide juridique. Il peut pallier l'absence de ce texte-là, et une ordonnance, vu le temps, n'est-ce pas, pourrait venir corriger ce dysfonctionnement. Il me souvient qu'au Sénégal, nous avons une loi sur la parité absolue. C'est un pays à dominance musulmane. En Tunisie aussi, au Mali, nous avons une loi sur la parité absolue. C'est une loi qui tient à une phrase et qui dit que dans toutes les instances décisionnelles et électives, n'est-ce pas, c'est l'institutionnalisation de la parité qui prévaut. C'est une phrase. Voilà. Et c'est un mécanisme qui vient maintenant mettre en relief le principe constitutionnel de l'égalité. C'est un principe, mais c'est un principe qui doit être mis en mouvement, en dynamique, grâce à cet outil qui est la parité. Mais professeur, quand on vous entend parler, ça a l'air tellement facile. Entre 2004 et 2019, vous avez sans doute rencontré beaucoup de difficultés dans l'implémentation de ce qu'on pourrait désormais appeler même la formule « More Women in Politics ». Oui, bien sûr, nous avons rencontré énormément de difficultés, beaucoup d'étiquettes, trop de combats, de luttes, n'est-ce pas? Mais comme les choses n'ont que l'importance qu'on leur donne, nous nous focalisons sur les résultats pour ne pas faire comme si nous sommes des héros. Quand je le dis ainsi, ceux qui ont vécu les événements peuvent bien comprendre de quoi je parle. Nous ne voulons pas nous positionner en héros. Nous ne voulons pas mettre l'accent sur les difficultés, mais nous voulons dire que nous avons défini des stratégies conjointes, multi-acteurs, avec les institutions, parce que nous, les Camerounais, nous travaillons pour améliorer les institutions de la République. Le chef de l'État a dit en son temps qu'il a apporté la démocratie au Cameroun. En même temps, nous pensons qu'en mettant en place, à travers ses engagements,
à travers sa profession de foi, un cadre de référence pour une vision paritaire. Nous avons la conviction qu'il nous revient maintenant à nous de nous engouffrer. Vous aimez dire, les journalistes aiment dire, nous nous engouffrons dans cette vision paritaire pour dire au chef de l'État que rien n'est facile sous les cieux. Il a déblayé le chemin et nous sommes prêts, nous éveillons la conscience politique des femmes, nous les mobilisons à être plus engagées dans la vie publique et en politique, mais en même temps, il serait bon que des béquilles institutionnelles, n'est-ce pas, comme ce texte qui vient définir les modalités d'application d'investiture des femmes sur les listes des candidats titulaires, que ces béquilles institutionnelles existent pour que ce flou que les gens veulent entretenir n'existe plus. Chez nous en Afrique et chez les Bantous, lorsque le chef a de fixer le cap, mais on ne réfléchit plus. Nous sommes comme des militaires. Nous nous mettons au pas. Alors, si tout cela est fait, professeur, qu'est-ce que vous promettez au chef de l'État? Ben, voyez-vous, si tout cela est fait et ce sera fait, j'aimerais que vous disiez, nous les chrétiens, nous n'aimons pas le si par la foi. Nous disons, quand tout ceci sera fait, parce que nous faisons ce plaidoyer en direction du chef de l'État et nous savons que le chef de l'État est pour les femmes et les jeunes. Nous sommes très attentifs au chef de l'État, aux déclarations du chef de l'État, à ses engagements. Et nous disons au président de la République que nous marchons avec lui, nous courons avec le président de la République dans cette vision paritaire. Et nous lui proposons et nous lui promettons des femmes engagées, des femmes dynamiques, des femmes outillées. Parce que nous avons un financement qui arrive presque à terme, une subvention de 500 000 € de l'Union européenne depuis 3 ans. Et dans le cadre de cet appui, justement, nous avons inscrit en bonne place le renforcement des capacités des élus locaux. Parce que c'est ça qui pose problème. Elles ne sont que 8% des élus locaux en matière de gouvernance, en matière de management, en matière de leadership. Et nous organisons donc dans ce cadre-là un atelier national de 5 jours du 16 au 20 juillet à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Du 16 au 20 juillet, nous organisons. Et ensuite, avec l'appui du ministère de la décentralisation et du développement local, nous allons faire les 10 régions pour, d'ici à février, disons janvier 2020, former une masse critique d'au moins 3000 femmes capables de s'engager, parmi lesquelles celles qui sont plus affermies, plus assertives, plus offensives, auront la latitude et le loisir de se porter tête de liste, afin que au soir des élections, nous passions de 8% à un quota plancher d'au moins 30% de femmes à la tête des mairies. Pour sortir de là, dans tout l'extrême nord, nous avons 47 mairies. Toutes ces mairies tenues par les hommes. Aucune femme maire dans tout l'extrême nord. 47 mairies. Lorsque j'entrais dans ce studio, j'ai également reçu que dans la Damawa, il y a 22 mairies et aucune femme maire. Moi, je trouve que pour nous qui devons marcher avec la vision courir, parce que quand le chef de l'État dit parité, c'est qu'il a une très forte vision de ce que le monde veut aujourd'hui. La campagne He for She a été lancée aux Nations Unies en 2014 et nous avons vu avec quel engouement cette campagne a été portée au Hilton. Je crois que c'était en juillet 2014 par le Premier ministre de l'époque, le Premier ministre Philémon Yang, le ministre de la Justice. Tout le gouvernement avait été appelé et ils ont voté en direct, en ligne, pour la campagne He for She. Et le premier He for She, c'est le président de la République. Il ne nous reste que à transformer dans le quotidien des femmes et des jeunes cette réalité, cette vision qui va améliorer et polir davantage l'image du Cameroun en matière de démocratie inclusive et participative. Est-ce que un partage équitable du gâteau entre hommes et femmes dans un point de vue politique au Cameroun suffirait-il pour résoudre véritablement le problème de crise actuel dans notre pays? Bon, partage équitable du gâteau et résoudre le problème de crise. J'avoue que... parce que ce que vous revendiquez, c'est bien beau. Si les femmes sont à la place que vous souhaitez,
est-ce qu'on est garanti, par exemple, que on verra la lumière dans le nord-ouest, par exemple, la lumière dans le sud-ouest, à l'extrême nord, dans le nord et aussi à l'est voisin? La question que vous posez renvoie à la quête de la cohésion sociale, le vivre ensemble complémentaire, le vivre ensemble, j'allais dire, harmonieux, avec à la clé cet indicateur qui est celui du sentiment d'appartenance. Voyez-vous, effectivement, les femmes représentent au moins environ 51% de la population camerounaise. Je réponds par oui. Si en démocratie, le poids démographique est un réel déterminant du pouvoir politique, alors la réponse est un oui absolu, parce que ce sont elles qui votent, ce sont elles qui animent les partis politiques, qui portent la dynamique de l'animation des partis politiques. Ce sont elles qui se lèvent dans les premières heures pour aller dans les champs. Elles sont des milliers à être des bayam selam dans le secteur informel pour soutenir notre économie camerounaise, pour soutenir la croissance dite inclusive aujourd'hui. Je dis que ce ne serait que justice, n'est-ce pas? C'est avant tout une question de justice, c'est une question de principe. Et ce principe justement qui veut que les hommes et les femmes à compétences égales, à qualification égale, se sentent impliqués dans la gouvernance, dans la gestion de notre République. Oui, c'est un oui absolu. Maintenant, est-ce que les femmes peuvent contribuer à ramener la paix au Cameroun? Oui, également, parce que les femmes sont porteuses de vertu. Elles sont porteuses d'humanisme, elles sont porteuses d'humanité, elles sont porteuses de vie. Et je crois d'ailleurs que c'est pour cela que vous avez vu cet appel que nous avons lancé, un appel très couru, près de 2000 femmes à la salle de fête de la Croix-Rouge, c'était le 25 juin dernier. Ma foi... qui ont pleuré d'ailleurs, parce qu'elles voulaient de la paix au Cameroun. Sérieusement, c'est avec le cœur brisé, disait non à la violence, le cœur fendu, le cœur en lambeaux, que les femmes camerounaises ont... Voilà, je vais encore dire comme un seul homme, c'est une expression. Elles se sont levées pour dire qu'il en est assez. Nous, et j'en profite pour dire que les femmes, par ma voix, pensent qu'il est temps qu'on mette terme à cette guerre. Nous appelons donc à un cessez-le-feu sans condition de toutes les parties prenantes. L'armée, les sécessionnistes, et je suis heureuse d'apprendre qu'à Genève, en ce moment, il y a un conclave à huis clos qui va amener les différentes parties, qui va amener les différentes parties prenantes à trouver un terrain d'entente. Oui, pour le dialogue inclusif, parce que ce sont des enfants, ce sont nos maris, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui meurent tous les jours. Nous qui donnons la vie, nous disons que la mort n'a pas sa place au Cameroun, la guerre n'a pas sa place au Cameroun. Tout le monde sait comment ça commence, mais personne ne sait à quel moment ça peut basculer. Et ceux qui mettent du feu aux poudres devraient pouvoir se rendre compte de ce que il est facile peut-être de devenir entrepreneur de guerre, de créer toute une économie de la guerre, mais il est plus complexe parce que cela peut nous échapper. Il se pourrait, et il se dit que beaucoup de ces sécessionnistes aujourd'hui n'écoutent même plus leur, je veux dire, leur mentor qui sont dans la diaspora. Il leur échappe complètement. Voilà un exemple de ce que... Est-ce que le dialogue inclusif seul suffirait par exemple pour résoudre tous ces cas de crise au Cameroun? Ben, Dieu donnant la parole, par la parole nous avons donné la vie, la parole à travers la parole, donc le dialogue. Vous oubliez que derrière le dialogue c'est la parole. Quand les gens ont le dos tourné, ils ne peuvent parler de rien. Mais une fois qu'ils se mettent ensemble et définissent ensemble l'agenda du dialogue, l'agenda de cette parole, de cette communication, je crois que, sauf erreur de ma part, cette conscience humaine que Dieu a donnée à chacun de nous va être capable de nous amener à nous dire, mais au fond, il est temps de lâcher prise et on ne peut pas trouver un consensus si de part et d'autre, les gens ne décident pas de lâcher prise, de lâcher du lest. Et en qualité de leader, professeur Justine Difo, si le chef de l'État vous demandait « J'ai besoin de vous, une formule magique pour sortir de la situation de crise au Cameroun », qu'est-ce que vous lui proposerez en face de la caméra?
La formule magique pour sortir de la crise au Cameroun, Monsieur le Président, c'est de ne pas poser de conditions. Le vrai dialogue devrait se faire autour d'une table. Une fois que nous réussissons la rencontre dans un espace consensuel, dans un lieu consensuel défini de commun accord, alors je pense que l'agenda du dialogue devrait pouvoir aussi être défini de commun accord. On va parler de quoi? On ne parlera pas de quoi? C'est une démarche étapiste. La première étape pour moi consisterait donc à réussir d'obtenir le principe du dialogue, la définition du lieu du dialogue, la définition des parties prenantes. Et une fois qu'on est assis, parce que j'ai du mal à croire que un dialogue où d'un côté on dit oui, nous allons au dialogue, mais on ne parle pas de ceci. Et de l'autre côté, oui, nous allons au dialogue, mais libérons d'abord les prisonniers. Je crois que ça va être très compliqué si on procède ainsi. Vous prenez en quelque sorte un dialogue sans condition au Cameroun. Qu'on pose d'abord le principe d'une rencontre multipartite où toutes les parties qui ont voix au chapitre, n'oubliez pas la voix des femmes. C'est pas parce que je suis femme que je le dis. Je vous assure, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, en RDC, les femmes ont été au cœur des processus de pacification en temps de crise. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas un slogan. Elles ont du savoir à apporter. Qu'on ne m'appelle même pas, mais sincèrement, de façon très altruiste, je souhaiterais que ce soit pris ainsi. Une fois donc qu'on est sur la table des négociations, ensemble on définit l'agenda du dialogue et on trouve un terrain d'entente. Je pense qu'une fois qu'on se regarde, qu'on réussit à s'asseoir et à se regarder en face, il sera difficile de retourner en arrière sans avoir trouvé une solution. Professeur, le président de la République, on suppose, puisque nous sommes en semi-fiction, il a un bloc-notes, il a un stylo, il vous demande de vous résumer en 60 secondes. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous regardez la caméra. En 60 secondes, monsieur le président de la République, chef de l'État, père de la nation, en bon père de famille, votre fille, Justine Difo, vous propose cette solution, cette potion magique. Il est important que dans le processus de pacification du Cameroun, nous réussissions premièrement à mettre les belligérants sur une table de négociation sans condition. À mettre les belligérants sur une table de négociation. Et ceci devrait être précédé, Monsieur le Président, par un cessez-le-feu que vous seul pouvez réussir à obtenir. Monsieur le Président, vous êtes bien le père de la nation. Vous pouvez réussir à obtenir le cessez-le-feu de part et d'autre. Maintenant, lorsque nous sommes sur la table de négociation, nous définissons ensemble, sans rien imposer à personne, ensemble le plan de sortie de crise. Le plan de sortie de crise, c'est un plan consensuel où chacun se sent concerné, vos fils et vos filles. Nous sommes vos fils et vos filles et nous vous parlons en tant qu'enfants qui avons suivi les processus de pacification au Mali, en Centrafrique, en RDC, au Sénégal et partout. Au Mali, dans la Casamance, au Sénégal, nous avons été sur ces terrains, au Soudan même, et nous vous prions, Monsieur le Président, d'écouter votre cœur, écoutez votre conscience, écoutez vos fils et vos filles. Le message est passé, professeur. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Nous sommes presque à 30 minutes et pourtant nous en avions 26. Comment est-ce que vous avez trouvé l'échange? J'ai trouvé l'échange vrai et sincère. Et j'avoue que je me sens à l'aise parce que je connais Xavier Messé. Il est un homme vrai. Il aime dire ce qu'il pense sans choquer qui que ce soit. Mais c'est quelqu'un que j'ai caricaturé
comme étant un homme de principe et un homme de vérité. Merci beaucoup Xavier, merci à cette chaîne naissante et à qui pourquoi pas pourrait accompagner les actions bien de sûr, bien sûr. politique. Ma seule présence ici est un cri de coopération, de collaboration, et dans le processus électoral, nous souhaitons que vous nous accompagniez à la visibilité des candidats que nous allons former. Et je voudrais que cela se passe de façon formelle, je suis juriste, à travers une convention que nous signerions le 16 juillet prochain à l'occasion de l'ouverture solennelle de notre formation. Ça sera l'occasion d'entrer en contact avec les autorités dirigeantes de la chaîne de télévision HTV. Professeur, merci infiniment d'avoir répondu présente à ce rendez-vous. C'est déjà la fin, mesdames et messieurs. Merci à vous également d'avoir regardé Face au président production de ce jour. À très bientôt pour une nouvelle livraison.